Bonjour à vous tous, soyez bienvenus à notre session d'aujourd'hui. Le solliciter les changements comprend les impacts du modèle suédois et la dépénalisation complète du travail sexuel. Bienvenue à vous tous, merci de vous joindre à notre session. Pour l'interprétation, veuillez choisir le canal audio pour la langue de votre choix en sélectionnant interprétation puis la langue. Coupez le son d'origine pour n'entendre que l'interprète. HIV 2020 Online offre un espace sûr et neutre pour le partage des connaissances, des expériences, des compétences et d'opinions dans le respect mutuel. HIV 2020 Online applique une tolérance zéro pour toute forme d'intimidation, harcèlement, utilisation abusive du langage, d'expression agressive, d'opinion et d'autres comportements indésirables. Cela comprend toute activité sur les plateformes des médias sociaux HIV 2020, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dans le Universub, qui seraient susceptibles d'incommoder panélistes, intervenants, traducteurs ou des participants. Les participants à la session qui commettraient de telles actions seront immédiatement retirés de la session sans permis par les hôtes. Nous avons une transmission en live par Facebook. Si vous avez des questions, nous vous prions de bien vouloir utiliser la fonction de Q&A. Et si vous êtes inquiet pour les questions de d'incommodation, si vous êtes incommode de partager vos données personnelles, nous vous prions de ne pas le faire, que ce soit votre nom ou le nom de votre association. Luca, vous êtes muté. Bonjour à vous tous, je suis Luca Stevenson, je suis coordinateur ICRC, Comité international pour l'Europe, et nous sommes hôtes avec Scarlet Alliance pour cette session. Donc, l'introduction assez brève de notre session d'aujourd'hui. Nous allons donc commencer. Nous avons deux parties pour ce webinaire. Là d'abord, l'approche sur le modèle suédois pour les travailleurs sexuels dans le cadre juridique. Et puis, nous allons entendre la Suède, la Norvège, la France et l'Irlande. Et après, nous allons entendre sur le modèle suédois des travailleurs professionnels du sexe. Nous n'avons pas pu faire le maître-militaire à cause de questions techniques. Nous nous présentons nos excuses à cet égard. Bonjour, je ne sais pas quel est l'horaire dans votre région, mais ici c'est 10 heures du matin. Et donc, nous allons faire une petite pause. Pendant la pause, vous pourrez aller chercher des papiers, un stylo, et puis nous allons faire une démonstration en ligne pendant cette session. Donc, si vous savez quelque chose sur lequel vous pouvez écrire, que vous avez des marqueurs, des stylos et des papiers, vous êtes les invités à vous les procurer pendant la petite pause que nous allons faire. Et puis, nous allons entendre de l'Australie les questions sur les travailleurs et professionnels du sexe et puis toutes leurs actions envers la discrimination. Donc, d'abord, je vais donner la parole à notre premier intervenant qui est Simone
de la Suède. Simone, vous avez la parole. Bonjour, je suis Simone. Je suis militante de droit pour le professionnel de sexe. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine depuis de nombreuses années. Et les discours ont changé radicalement pendant les dernières décennies en Suède. Aujourd'hui, c'est très controversiel de critiquer le modèle suédois, mais il y a une dizaine d'années, ce n'était pas le cas. C'était accepté, avoir une opinion différente, discordante, mais la politique d'aujourd'hui, de ce modèle suédois, a la tendance de créer une société sans des comportements indésirables. Les usagers de drogue et les professionnels de sexe sont cachés de la vue publique pour ne pas teinter les autres. La réduction de risque, souvent est critiquée en Suède pour être les personnes qui créent les problèmes. En toute l'Europe, c'est la Suède qui a le pourcentage le plus élevé des personnes qui commettent des vols à cause de leur usage de drogue. Donc, un sujet très controversé. La réduction, le programme de réduction des risques a réduit le pourcentage de personnes vivant avec VIH ainsi que leur transmission avec le professionnel du sexe. Et puis, je suis désolée, j'ai perdu mon idée. Et il a pris 26 ans pour que Stockholm ait la première clinique pour la réduction des risques. J'ai tellement de choses d'amour à vous dire, à vous transmettre pour toutes ces personnes qui travaillent à la clinique de réduction des risques. Ils nous sont toujours traités avec du respect de la dignité. Et on a été traités comme des êtres humains lorsque le reste de la société vous méprise. Donc, c'est essentiel et ça sauve des vies. J'aimerais dire à tous les militants pour les actions de travailleurs de sexe, vous êtes très importants, aussi pour les médecins. Et nous devons avoir un sexe beaucoup plus sûr et être pris en charge, avoir des tests anonymes sans des questions qui nous incommodent. La pandémie de la Corona-19, de la COVID-19, nous a beaucoup affecté. La Suède a obtenu beaucoup d'attention grâce à la réponse effectuée pour la COVID-19. Ils se sont fait noter par rapport au reste du monde. Mais le masque, la seule nouvelle qui pouvait être diffusée sur la COVID-19, c'était qu'une personne très connue en Suède a été arrêtée pour avoir sollicité du sexe de professionnel. Monsieur Roberto, il a un profil à la télé et puis il est aussi dans les passerelles italiens et la citoyenneté suédoise était outrée parce que tous les médias étaient pleins de haine, de propos haineux. Et puis, ils ont montré les photos à Instagram, ils les ont publiées en disant « Moi, je ne veux pas faire l'héritage de jeunes. » Donc, la situation actuelle à Suède, les politiciens nous disent que le fait d'acheter de sexe, d'être puni davantage. Donc, on ne peut pas avoir des féministes radicales. Mais le problème, c'est
la prostitution, et ça, c'est l'interdire et la punir sévèrement, ça serait la solution pour le monde. La pornographie, c'est ce qui affecte le monde. Voilà le slogan hein, qu'ils sont. Pendant ce temps, il y a des vols et des agressions physiques contre les professionnels sexuels. Et ils sont plus occupés à expulser les migrants qu'à nous assister. Ils veulent punir tous les comportements non désirables comme l'usage de drogue et le travail sexuel. Donc, le fait de donner des préservatifs aux professionnels du sexe pouvait devenir un délit en Suède. Oui, figurez-vous que sans préservatif, souvent, la non-utilisation de préservatifs est souvent sollicitée par les clients. Oui, mais nous devons vivre en sécurité malgré le style de vie qu'on a choisi à avoir. Merci beaucoup, Simone, pour la première présentation brève. Moi, je veux rappeler les participants que vous pouvez poser des questions, donc la fonction Q&A. Si vous n'avez jamais utilisé, je ne sais pas où vous êtes pendant ces 6 derniers mois, mais bon, voilà, c'est en bas de l'écran dans la Zoom. Les questions vont être répondues après les 5 présentations. Ensuite, nous avons Andrés de la Norvège. Et je préfère qu'ils se présentent eux-mêmes pour que moi je n'oublie pas quelque chose. Moi, je suis Andrés et je travaille dans une organisation de droits humains, PION. À l'égard que l'intervenant précédent, nous confrontons beaucoup de problématiques, mais la stigmatisation contre les professionnels de sexe est pire depuis le 2019. Moi, je pense que c'est régi par la Suprême Cour de la Voix. Si quelqu'un vient m'agresser sexuellement et je dénonce, j'aurai le droit d'une compensation pour que tous les revenus non obtenus à cause de cette agression. Mais le Parlement de Norvège vient de dire que c'est immoral être professionnel de sexe, et donc s'ils sont agressés physiquement, ils n'ont pas le droit de se défendre et n'ont pas de droit à exiger une compensation pour les revenus non obtenus. Les travailleurs sexuels ne veulent pas entreprendre des discussions et pas nécessairement. Les travailleurs sexuels ne sont pas protégés par les lois contre les propos haineux. Si les travailleurs sexuels ont parlé publiquement, souvent, ils vont être prévenus. Le langage ou la prostitution, ainsi que le débat de la criminalisation, souvent, c'est un débat intellectuel bien éloigné de la vie quotidienne et des besoins de tous ces professionnels de sexe. Bien entendu, les droits, ce sont des choses qui intéressent. Et lorsque parle de la diversité, ça, c'est une nouvelle approche que nous avons et c'est de l'intérêt dans l'opinion publique et de tous ceux qui nous écoutent. C'est une façon aussi de montrer les questions qui sont derrière la profession du sexe. Une grande tradition pour avoir
des protections pour les personnes professionnelles de sexe au niveau de la santé. Maintenant, nous avons organisé pour les personnes qui vont des sens et la procuration, la prestation des services de santé. Donc ici, les travailleurs sexuels ont besoin des prestataires de services de santé et les prestataires de services de santé ont besoin de nous, tant que professionnels. Les masculins, de ces paragraphes dans le code pénal norvège ne le fait pas illégal pour faire un travailleur, mais l'organiser ou louer une chambre est illégal. Donc, cette loi peut organiser l'exploitation. Toutes les gendres vont avoir les mêmes rapports ici toutes les années. Donc, pendant les 3 dernières années, nous avons les féministes de l'organisation marche, c'est-à-dire que nous assistons à les réunions et nous envoyons nos suggestions avec les banners en nous donnant des attentions de médias avec les organisations VIH Norvège et autres organisations. Nous avons décidé de nous concentrer. Les féministes voulaient qu'on envoie la loi, mais ils ont eu 200 professionnels de sexe qui se sont adhérés à leur démonstration. Il y a une loi contre l'achat des services sexuels. Donc, trop d'attention pour la loi contre l'achat de services sexuels, mais pas d'attention du tout pour les conditions de travail et la santé de ces travailleurs du sexe. Mais fantastique, merci beaucoup André. Vous rappelez que vous pouvez poser vos questions dans la fonction de Q&A. Nous avons Mimi de France. Mimi, si vous pouvez, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde, je suis Mimi de France. Je travaille avec Accepter Trans. C'est une organisation. Nous avons des organisations comme Médecins du Monde et y compris Scratch comme Trade Union de France et d'autres organisations afin d'évaluer les conséquences catastrophiques sur la pénalisation qui a été mise en place au Parlement français à l'année 2016. Nous avons la conclusion que beaucoup de nos professionnels du sexe ou des personnes de notre communauté parlent beaucoup et souffrent beaucoup d'isolement, notamment ceux vivant avec VIH. La question la plus importante, c'est la décriminalisation, car la situation actuelle devient de plus en plus, comment pourrais-je dire, sérieuse, grave et catastrophique qu'auparavant, car nous avons une pénalisation contre les professionnels du sexe et en France, ça les isole davantage. Beaucoup de clients vont venir vers les professionnels du sexe, c'est-à-dire que maintenant, ils vont et maintenant ils vont migrer dans d'autres pays pour chercher d'autres clients. Mais il y a un isolement qui s'est fait au niveau communautaire et puis ils vont pas savoir comment s'y prendre pour être pris en charge ou recevoir des traitements. Donc, s'ils sont isolés de toutes ces procurations de services de santé, ça va empirer les conditions par rapport à celles qu'elle était avant cette loi. Donc, je pense que dans les 3 ou 6 mois prochains, les personnes vont revenir et ils vont s'apercevoir que le statut de cette personne vivant avec VIH devient de plus en plus stigmatisé. Et ça, c'est une
une inquiétude beaucoup plus, très importante au sein de notre communauté et qui sont les conséquences de ces lois. Désolée, mais je vous demanderai de parler un peu plus doucement. Vous parlez trop vite et nous avons une question de traduction simultanée qui s'est faite. Et je voulais savoir si vous allez partager votre vidéo ou pas. Oui, je vais essayer de ralentir ma façon de parler parce qu'il y a tellement d'informations. Excusez-moi. Et donc, voilà, l'évaluation de la recherche que nous avons fait avec un médecin du monde nous a montré que 63% ont des expériences de détérioration de leurs conditions de vie, isolement, un risque beaucoup plus important. Donc en France, avant que cette loi ait été mise en place, les conditions de professionnels du sexe avaient déjà des difficultés pour obtenir des préservatifs. Et maintenant, voilà, on est moins payé, il faut trouver plus de clients et puis nous avons beaucoup moins de marge de négociation avec les clients parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de pouvoir pour dire, voilà, je vais avoir des rapports sexuels sans préservatif. Et puis, ils vont payer beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, ce sont les conséquences qui sont souffertes par cette population pendant cette année. Et pour le rendre pire, nous devons faire tous les efforts pour abolir cette loi en France, notamment pour les trans. Et puis, à mon avis, c'est exagéré par rapport, parce que tous ceux qui travaillent dans une voiture ou la personne qui loue la voiture peut être présentée devant les autorités selon la loi, et donc ça va faire que les travailleurs professionnels de sexe n'aient pas un endroit où se loger, et puis ça va augmenter beaucoup des risques, notamment pour les professionnels de sexe, notamment pour les trans, parce que après le 2016, il y a eu des lois qui mettaient en évidence mais 2 ans après les lois. Et après la COVID, nous avons constaté que bientôt, il y a eu 2 filles qui devaient travailler dans des conditions assez difficiles et ça a rendu leur vie impossible parce qu'elles s'étaient exposées à la violence beaucoup plus fort qu'auparavant et elles ont été assassinées. Objet de cette violence, de ces agressions physiques qu'on constate dans la rue. Parce qu'il y a ceux qui vont en profiter de cette situation de vulnérabilité dans laquelle les lois les a mis. Et donc, ils viennent pour les voler, pour les violer, et puis tout ça, ce sont les conséquences de la pénalisation. Donc, il ne s'agit pas de nous venir à notre secours, nous porter secours, c'est vraiment rendre nos vies beaucoup plus impossibles et beaucoup plus à risque. Nous devons finir avec cette décriminalisation parce que nous devons avoir le droit de déterminer ce que nous faisons et puis nous devons exiger le respect des droits fondamentaux. Nous devons avoir la reconnaissance de la part de l'État pour que nous puissions mettre de la nourriture à table et puis procurer des revenus pour le bien-être de nous et de nos familles. Parce qu'il ne s'agit pas que
parce que nous sommes des professionnels de sexe, on n'a pas des droits, on n'a pas des besoins pour vivre. Votre vidéo n'a pas été mise en marche pendant votre présentation, mais bon, après, on verra votre vidéo. Mais là, pour l'instant, on voit Paris, toujours si extraordinaire. Désolé, nous n'avons pas Juan qui est de France, étant donné qu'il y a eu des problèmes avec son Internet. Donc maintenant, on va entendre Kate de l'Irlande. Bonjour, est-ce que tout le monde peut m'entendre? Me semble-t-il que c'est oui. Bon, d'accord. Moi, je m'appelle Kate McGrew, je suis travailleuse sexuelle et co-conveneur de SWAI. J'habite à Dublin ici et puis les personnes vont pas être étonnées de dire c'est ce que c'était pour nous d'avoir ces modèles britanniques pendant 3 ans comme partout ailleurs. Ils parlent d'un modèle de dépénalisation, mais on a ajouté de la criminalisation, si vous voulez. Donc, c'était déjà légal de vendre du sexe, mais maintenant, ils l'ont rendu illégal pour l'achat de la part des clients. Ils ont augmenté les pénalités pour les travailleurs sexuels qui travaillent dans des groupes de pénalités doubles et qui incluent une sentence d'emprisonnement. Ce que nous voyons autour du monde, c'est que cette loi est raciste. L'intention, c'est faire une disruption et disperser les travailleurs, les professionnels du sexe et pour les rendre difficiles et voire dangereux d'engager des professionnels sexuels. Nous savons que les gens ont besoin de venir à ce genre de services. Et puis, pour les 3 dernières années, c'était tout un désastre. Ça nous a mis de la distance nous avons eu la présence de la force policière et puis, en même temps, il y a eu un 20% de diminution dans les personnes qui voulaient parler à la police. Donc, je vais parler lentement. En tout cas, je vais essayer. Si je ne le fais pas, faites-moi savoir par chat. 2 tiers en ce qui concerne la médiation internationale de comment est-ce qu'on gère le trafic des personnes. Lorsque, avec la police, ils nous ont dit que cette loi a séché l'intelligence pour eux. Et donc, une autre chose que nous avons constatée, c'est que on est étonné de voir que, bien entendu, il y avait que 2 clients qui avaient été arrêtés suite à cette loi, non parce qu'on veut que les clients soient arrêtés, mais il n'y a eu que 2 arrestations de clients. Donc, quand il y a eu une cinquantaine de travailleurs professionnels sexuels qui avaient été arrêtés par Jawful Picking, c'est-à-dire un groupe de professionnels de sexe rassemblés. Donc, 2 femmes de la Roumanie de 20 et 25 ans qui étaient en train de faire de l'argent. Ils n'étaient pas ni des contrôlés, elles étaient là pour elles-mêmes. Une d'elles était enceinte et ils ont reçu une sentence d'emprisonnement de 9 mois. Donc, il y a eu des échos partout sur ces cas et les abolistes aussi, oui, c'est pas ce que l'on voulait. Eh bien oui, c'est exactement ce qui était écrit noir sur blanc dans la loi. Et donc, ce que vous vouliez. Mais bon, voilà, si vous voulez que les gens voulaient quelque chose et le résultat était complètement différent. C'était très intéressant à entendre dire que ce n'est pas
que la demande s'est arrêtée à 5%, mais nous avons vraiment fait un effort pour pouvoir soutenir financièrement aux professionnels de sexe. On a discuté de façon quotidienne avec eux et il y a beaucoup qui recevaient des demandes et il y a 50% qui travaillent encore. Bon, bien entendu, la quantité de travail, ça a vu réduite. Et puis, bon, ils traversent par des moments difficiles, notamment ceux qui travaillent dans la rue, parce que la police vient les chercher, puis les emprisonne. Et puis, nous avons appris que l'organisation d'adolescents avait reçu de l'argent du département de justice, on les appelait, et explicitement on leur a dit, pendant qu'on se réfère à la prostitution comme une exploitation inhérente, elles ne vont pas nous donner de financement. Donc, on a contacté le département de santé parce qu'ils avaient un comité pour les personnes vulnérables pour leur donner un soutien pendant la COVID. Donc, on s'est mis en contact avec eux. Et puis, le département de la santé nous a répondu que comme nous faisons allusion au travail sexuel. À ce moment-là, on n'avait pas le droit de recevoir une aide financière. Donc, voilà ce que le scénario est pour tout le monde lorsqu'on refuse de considérer cette activité comme du travail. Donc, c'est notre problème essentiel. Donc, ça fait 300. Maintenant, il y a une révision qui va se faire. Mais je veux dire à tous ceux qui nous voient aujourd'hui que le département de justice sont en train de recevoir des soumissions publiques. Donc, je vais texter l'adresse pour que vous puissiez écrire et dire à notre gouvernement d'écouter les travailleurs sexuels, surtout de considérer leur vie, parler de vos propres expériences de criminalisation et stigmatisation, des recherches que vous avez faites dans juridiction, quelle sorte de loi criminalisation, qu'est-ce qui vous punit. Si vous pouvez faire ça, ça serait extraordinaire parce que nous devons obtenir toute l'aide possible pour pouvoir abolir cette loi. Donc, je vais texter ici l'adresse à laquelle vous pouvez adresser tous vos écrits. Merci beaucoup, Kate. Pour une présentation si claire. Maintenant, nous allons entendre Dina, normalement. Bonjour, je suis Nina. Je suis membre. Je suis organisatrice d'une communauté et co-chaire en Europe avec un département aux Pays-Bas. Une organisation dirigée par les professionnels du sexe pour les personnes de couleur et personnes indigènes, professionnels du sexe. Donc voilà, POVC en Europe et comment les situations véritablement s'est dégradée en plusieurs pays de l'Europe depuis que la loi a été mise en place. Et nous voyons, à vrai dire, et je peux... l'organisation française FEX fait
une recherche, ils ont obtenu des données et puis en fait, ce que nous constatons, c'est que ce qui paraît dans la presse, dans cette dernière période, lorsque cette loi a été mise en vigueur en France. Nous constatons également dans les Pays-Bas, les conditions se sont dégradées et ça exclut le travail dans des endroits régulés. Et quand je parle d'endroits régulés, c'est dans les clubs, les rues, dans nos maisons, dans les voitures et des fois dans les hôtels. Mais maintenant, ça c'est devenu bien difficile à cause de la transphobie. Donc, tout est entrelié avec le racisme, les personnes de couleur, les indigènes, qui ont beaucoup plus de probabilités de rentrer dans un conflit avec la police. Et puis, ça génère beaucoup plus de violence envers eux et une manque d'assistance pour ces personnes. La situation, lorsque les lois sont impliquées, c'est qu'ils souhaitent abolir le travail sexuel. C'est un système et des institutions qui vont utiliser le profil racial et ça cible certaines communautés. Le problème avec c'est qu'on peut entrevoir des institutions misogynes, si vous voulez. Il y a beaucoup d'organisations partout dans le monde qui veulent sensibiliser les communautés, les personnes de couleur, les migrants, les indigènes, notamment ici en Europe. Lorsque plusieurs pays, il y a des différentes perspectives en ce qui concerne le cadre juridique, nous voyons aussi que l'accès aux services de santé sont en péril. Déjà, les personnes avaient des difficultés pour avoir accès aux des systèmes de justice. Maintenant, on voit l'accès restreint aux services de santé. Des fois, c'est bien difficile de se trouver dans une situation où, parce qu'on est de professionnels du sexe, on n'est pas protégé. Ben oui, bien sûr, nous voyons qu'on doit présenter ça devant les différentes commissions européennes des institutions, car il y a des structures où pas beaucoup de personnes sont en train de travailler et puis ils n'ont pas accès aux services de santé, donc ils sont marginalisés. Et donc j'espère que les personnes de notre communauté, mais aussi des autres personnes intéressées, puissent s'impliquer, qui puissent s'asseoir autour des tables et qui puissent nous aider à construire les politiques, qui puissent inclure les voix des personnes de couleur, notamment les professionnels du sexe, qui peuvent à ce moment-là contribuer avec l'évidence et présenter des cas qui vont montrer aux institutions que c'est un problème bien enraciné, car nous savons qu'il y a beaucoup qui sont assassinés et puis ça a à voir avec des questions de transphobie ou le fait d'être une personne de couleur et travailler dans la rue. Me semble-t-il que je m'adresse à vous non seulement pas sur cet contexte négatif, parce que nous faisons beaucoup de choses. La résilience de la communauté est assez solide, comme vous le savez. Les personnes en France vont organiser les propres fonds pendant la Covid. Les personnes qui n'avaient pas de logement correct ou qui pouvaient pas se nourrir correctement parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans les rues travailler. Alors à ce moment-là, ils ont créé de financements et se sont entraidés
Et puis aussi, nous avons fait appel à une communauté internationale pour l'assistance. Oui, nous avons un soutien solide, nous travaillons ensemble, nous nous entraidons, nous essayons d'organiser les choses de nos mieux. Et je pense que mes souhaits pour cette communauté de professionnels de sexe, c'est de travailler pour notre travail. Et on aimerait beaucoup contribuer davantage et recevoir de l'assistance parce qu'il y a des moments que c'est très difficile. Nous sommes organisés de telle sorte que on puisse faire davantage entre nous. Mais des fois, les personnes sont difficiles de contact. C'est bien qu'on a entendu de nos autres collègues également. Nous pouvons être contactés très facilement sur les réseaux CR. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dina, et merci à toutes les intervenantes. Nous avons déjà fini, me semble-t-il, avec les questions techniques. Et donc, nous allons maintenant poser quelques questions qui nous sont parvenues. La première question était de Loïs Xinglongdu. Comment est-ce que la Norvège et la Suède font face à la contradiction de la criminalisation et les droits des personnes usagers de drogue et les travailleurs, travailleuses de sexe? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Andrés, comment vous réagissez à cette question? Bon, d'accord, oui, je peux répondre, bien entendu. Mais semble-t-il que normalement, dans les débats publics norvégiens, on ne parle pas. On devrait, bien entendu, car il y a eu une loi qui a été mise en place. Et puis, les femmes africaines ont commencé à avoir un comportement agressif. Et puis, on a entendu les personnes trafiquant de personnes. Donc, si on ne sait pas de quel pays il vient, il y a quand même un soutien. Nous devons prévenir que les gouvernements conservateurs veuillent changer la loi, même s'ils nous disent qu'ils veulent le faire. Ils ont essayé qu'il y a beaucoup de groupes dans les pays africains qui ont aussi à lutter contre une loi, mais bien sûr, elle est différente. La tradition, le débat de travailleurs sexuels est bien différent en Norvège. En Norvège, on va vers une réforme d'usage des drogues. La décriminalisation de la drogue va se faire. On va voter l'année prochaine et puis ils vont créer un débat public entre aller à la décriminalisation pour l'usage des drogues, mais criminaliser davantage les travailleurs, travailleuses sexuels. Mais merci beaucoup, Andrés. Je pense que Andrés a tout dit. Merci beaucoup. Kate, nous avons une question pour vous. Je l'adresse à vous. Décibel. Il y a 3 questions dans une. Ping. Et stigmatisé. Comment faire pour... je sais. Vous pensez qu'il y aurait des résultats effectifs pour changer les lois en Irlande?
Étant donné que ça fait 3 ans que nous avons cette loi, seulement 3 ans, cette criminalisation ajoutée, de façon réaliste, nous pensons que ce que nous allons tirer de cette révision, c'est le Truffle Keeping Law pour les travailleurs, c'est-à-dire la réunion. Il y a peut-être un appétit dans les pays pour permettre les travailleurs indépendants de travailler ensemble dans les mêmes locaux. De façon réaliste, pour décriminaliser les gérantes, les patrons et nos clients. Même si on demande ça, en étant réaliste, je pense qu'on est bien loin de pouvoir l'obtenir. Merci beaucoup, André. Est-ce que vous pouvez répondre à ça aussi, parce que ça implique aussi la Norvège. Donc, la stigmatisation est grande. Je veux dire que il n'y a pas une définition légale ou juridique de l'organisation de travailleurs sexuels. Tout travail organisé, c'est de le mettre en ce qu'on appelle pin-pin. Donc, le mouvement radical féministe le savent et ils utilisent cela. Il y a eu des personnes qui ont été pénalisées parce qu'elles disent vous travaillez pour nous. Elles disent qu'ils n'ont jamais exploité quelqu'un ou qu'ils distribuaient des préservatifs et ça a été utilisé comme évidence dans des tribunaux. Et donc, l'année dernière, nous avons constaté que nous sommes ciblés à tout moment, peu importe ce qu'on fait. S'il est fait de distribuer des préservatifs ou distribuer les médicaments, si on les fait ça à 2 heures du matin, ce qu'on veut, c'est éliminer le stigma, le passer par la porte, et puis voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour dire qu'après la révision, on va établir des crimes pour dire oui, nous avons quelque chose à montrer. Si vous voulez changer la loi maintenant pour obtenir quelque chose pour vous, on va le faire pour vous. Et puis, donc, je vous invite à tous à écrire ces soumissions. Quelques mots pour conclure. Je vois que beaucoup de nos membres sont contre ces modèles suédois pendant 20 ans, qui était le modèle suédois à suivre et existait. Maintenant, il n'y a pas d'évidence que ça a amélioré la condition de vie où il a été implémenté. Il y a eu une détérioration de les conditions de vie et de travail des travailleurs sexuels. En France, notamment, bien entendu, nos communautés plus de 10 ont commis de suicides dans les premiers mois de l'année. Donc voilà pour que la violence a augmenté. Désolée si je parle trop vite. Oui, nous constatons que nous devons comprendre que toute communication, que ce soit des tiers ou des clients, nous savons Amnesty International, l'Organisation mondiale de la santé et toutes les organisations européennes LGBT at Work qui vont soutenir la décriminalisation. Et il y a beaucoup d'évidences académiques qui la soutiennent, le London School of Hygiene and Medical Science, et toute cette information est disponible.
ça a été implémenté pour tous. La Suède et la France, de façon agressive, sont en train de pousser dans le modèle suédois, que ce soit l'Ukraine, l'Espagne ou d'autres pays autour du monde. Un des problèmes avec le modèle suédois qui a été mentionné par plusieurs intervenants, c'est que les travailleurs sexuels sont victimes de la violence et font confiance à cette loi. Il y a très peu des professionnels sexuels, que ce soit en Irlande ou en France, peuvent faire confiance à la police. Ils craignent être déportés s'ils sont immigrés et puis s'ils ne peuvent pas dénoncer la violence, bien entendu, ils vont être victimes de cette violence davantage. Donc, nous invitons à ces webinaires. Nous avons aussi travaillé avec toutes ces organisations pour voir comment la stigmatisation, criminalisation peut y avoir accès à la justice. Donc, je remercie à tous les intervenants. Maintenant, nous avons une surprise. Bon, c'était pas une surprise parce que ça a été annoncé depuis le départ, mais nous avons une petite pause. Nous vous prions de garder votre son parce que nous avons un peu de l'animation pour vous. Allez vous procurer des feuilles de papier, des crayons, des marqueurs, des stylos pour que vous puissiez écrire des slogans pour la défense de nos droits. Voilà, vous pourrez les partager, donc hashtag, vous pourrez faire ce que vous voulez, des criminels, hashtag, non au modèle suédois, et faites des affiches, des petites affiches comme ça, pour partager avec nous tous. Merci à vous tous. Petite pause. Kate, c'est à vous maintenant. Ah, d'accord. Normalement, je commence avec un truc visuel. Mais maintenant, je pense, comme beaucoup de mes clients, vous devez vous concentrer sur ma voix. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai l'habitude, je fais beaucoup de travail virtuel. Depuis qu'ils ont commencé avec l'histoire du confinement en Irlande, nous avons fait beaucoup de travail pour essayer que le travailleur se transforme et fasse du travail virtuel. Mais ce n'est pas une option pour tout le monde. Ce n'est pas si facile comme vous pouvez le croire. Changer d'un travail physique à le faire virtuellement. Il y a beaucoup qui habitent avec leur famille, leurs partenaires. Il y a ceux qui ne veulent pas être connus en ligne. Mais et ceux qui font du travail virtuel, c'est des célébrités, c'est les plateformes. Et puis, ça met beaucoup de tension, je ne veux pas vous mentir, mais j'espère qu'après la pandémie, je puisse convertir tous ces clients virtuels à des clients présentiels, en personne. Mais les liens entre la réalité et l'imaginaire, c'est extraordinaire. Et je pourrais faire n'importe quoi en travail sexuel. Donc, si vous voulez que je sois votre mère, que je sois votre fille, si vous voulez devenir mon enfant, mon fils, et puis avoir votre pénis sur moi, m'écraser, peu importe. Alors, il va venir me voir et s'il va attendre que je fasse tout ça, mais il va être... Ah non, ma mère ne mettrait jamais ça, mais c'est chouette
avec ce fétichisme qui est mainstream, si vous le savez, comme beaucoup d'entre nous ont commencé à se raser. Je suis assez extrême. Et puis, nous allons être fiers de dire « Ah bon, mon poussi ». Et puis, mon mari Covid me dit, mon mari qui me dit « Ah, pourquoi tu ne fais pas que des petites dépilations ?» mais au trim. Et puis, vous savez, nous qui tant que travailleurs sexuels, nous nous adaptons. Alors, j'ai eu un homme qui voulait me voir à la fin de la nuit. Il m'a dit, ah bon, d'accord, je vais le prendre. Alors, j'ai inondé sa vision avec... Pour lui, c'était une espèce de soif de vagin. Il faisait de bruit, pas des bruits sexuels normaux, c'était plus... Ah oui, je dois étendre le téléphone. Et puis il m'envoyait des choses assez sarcastiques. Et oui, bah c'est normal parce que nous avons beaucoup de clients réguliers. Et puis j'ai un dans ces images me montre ses muscles. Et puis il me demande de faire des titres greedy. Et puis il veut que je mette des titres et puis que je le publie sur Twitter. Et donc, il envoie cette photo de son biceps. Et puis, un titre merveilleux me vient à l'esprit. Il me dit, ah, et il m'a donné le point jusqu'à le biceps. Et je pensais que c'était merveilleux. Il me dit, ah, non, j'aurais souhaité que vous saurez me dire que mon pénis était plié. Et puis, donc, ce gars ne mérite pas mon esprit si éveillé. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques tuyaux parce que bougez votre bouche beaucoup devant les caméras. Si c'est au téléphone, et il faut exagérer, il faut qu'il pense sur votre visage. Bon, je vais expliquer ce que vous faites. Vous expliquez, vous êtes ce que vous voyez, ce que vous faites. Vous donnez une description détaillée. C'est comme ça. Ma poussitaille. Mouillée. Ça prend une langue mouillée pour lâcher. Et puis, vous devez vous concentrer. Et si vous êtes distraite, ma poussie, ma vagina, elle est mouillée. Ma grand-mère est morte et je suis prête à appeler ta mère. Tu as eu deux sexes. Et puis, mon chien. Et puis, le monde fini. Et vous devez... Appelle-moi. Dormez. Voyez la position du gouvernement. Ils sont en train de finir avec votre ligne de vie, l'exclusion. Et puis on paie le criminel. Et puis on veut la détermination. Et puis regardez comment ma poussée tête, ma poussée mouillée. Et je suis prête. On va aplatir la cure, bien aplatir mon botte.
La pandémie. On vous laisse avec les sons originales. Merci à vous tous, c'est Lady Gru. Merci beaucoup, Lady Gru. Je m'excuse pour les interprètes que j'espère n'ont pas essayé de traduire. Maintenant, nous donnons la parole à Jules. Merci beaucoup pour ce panel si extraordinaire et cette petite pause. Je pense que c'est fabuleux d'avoir une petite pause. Merci, Lady Gru. Nous sommes en train de poster vos messages en ligne par le médias sociaux que vous voyez à l'écran, les hashtags avec tous les soutiens pour le modèle suédois. Je suis officier dans l'association de travailleurs sexuels en Australie et à côté de moi, de Scott Watson, le groupe de conseil des aborigènes. Aussi coordinateur. Nous avons tous été impliqués dans la campagne pour décriminaliser le travail sexuel dans les territoires du Nord. Ça a eu lieu l'année dernière. Avant que Rosalienne nous donne les détails sur cette campagne dirigée par les professionnels du sexe, je vais vous donner le contexte de cadre juridique en Australie et quelles sont les lois qui appliquent dans le territoire du Nord avant la décriminalisation. Je voudrais partager l'écran. Attendez. Bon. 1989, nous représentons représentations des organisations de travailleurs sexuels en Australie et une justice économique. Dans le travail du sexe en Australie est régi par une matrice de complexes lois. Les lois varient selon les États et les territoires. Les lois varient selon les différents types de travail du sexe. Nous avons donc un système assez compliqué de lois comme celle des États-Unis. Donc, nous avons une matrice, ça peut varier chaque État et chaque territoire, mais ceci varie selon les différents types de travail de sexe, que ce soit dans la rue, que ce soit escorte. Il y a aussi de différentes lois qui régissent le travail. Il y a des lois contre exemple, au niveau fédéral, au niveau national, nous avons les lois de impôts où nous devons payer des impôts, mais il y a d'autres États qui ont des lois qui nous criminalisent, donc on n'a pas payé des impôts. Et puis voilà l'Australie, ça c'est notre État, divisé dans ces trois provinces et territoires. Les territoires du Nord étaient
est unique et malgré l'histoire et les génocides en Australie, a une population entière d'origine aborigène de ce pays. Et comme je dis, chaque territoire a sa propre législation sur le sexe et puis il y a quand même un cadre juridique. La décriminalisation se fait de 1995 pour éviter la corruption et puis lutter contre l'épidémie de VIH qui était bien présente à l'époque. On ne peut pas dire que tous vont utiliser une combinaison de lois, les différents territoires. Par exemple, en Victoria, où il y a eu une décriminalisation qui se fait à l'heure actuelle, les travailleurs privés doivent s'enregistrer. Pendant les dernières années, nous avons vu des processus juridiques qui sont entamés par chacun des territoires et les choses commencent à devenir positives pour travailler dans tous les territoires. Donc, nous avons le ciblage, le harcèlement, les déplacements disproportionnés des travailleurs de sexe dans la rue. Dans des États comme l'Australie du Sud et le WBA, nous avons constaté que il y a une forte criminalisation, le ciblage, le harcèlement, le déplacement disproportionné de travailleurs du sexe dans la rue, les pratiques des services répressifs entravent la promotion de la santé et puis la police habille les prostituées, les clients pour pouvoir faire les arrestations. Donc, il est illégal d'être travailleur vivant VIH malgré les expériences qu'on a eues et les traitements qui ont été mis à notre portée et que du fait que vous ne transmettez pas la maladie si vous recevez les traitements. Le fait que vous soyez un travailleuse sexuelle, seulement ça suffit pour vous faire arrêter et considérer que vous êtes en train de commettre un délit selon les lois. Donc, on ne peut pas dire que le fait d'avoir une licence améliore les choses, mais bon, la légalisation est décrite comme une réglementation. Donc, beaucoup de choses, ça demande de travailler dans des zones industrielles isolées. Ça prévient qu'elles travaillent ensemble, avoir accès à l'éducation. On doit dire nos vrais noms et donc nous mettons en péril. Et ça peut demander de se faire tester médicalement. Même si on est dépisté pour le VIH et d'autres maladies transmissibles sexuellement. Il y a la criminalisation des actes qui sont légaux pour les travailleurs non sexuels. Afin de protéger les données privées, l'histoire de la corruption de la police et les pratiques agressives reste toujours présente. La police, ce sont les régulateurs de travail sexuel, dont la décriminalisation dans le territoire du Nord était couverte par la loi de 1992. C'est la réglementation de la prostitution. Les agents sont enregistrés
et dans un registre à vie. Et normalement, les travailleurs sexuels qui avaient déjà un casier judiciaire ne peuvent pas s'enregistrer dans ce registre. Donc, il y a d'autres modèles où c'est considéré illégal. Ils ne pouvaient travailler avec d'autres travailleurs sexuels. Ils ne pouvaient pas avoir des conducteurs ou embaucher quelqu'un qui puisse assurer leur sécurité. Nous savons que, ou des réceptionnistes. Et puis nous avons eu qu'il y a eu une grande barrière pour tester et dépister les maladies. Il y a aussi une violation des droits humains. Il est reconnu que la décriminalisation, c'est le modèle optimal pour la législation. Un cadre de décriminalisation rejette les lois qui empêchent, en le faisant, un système de criminalisé pourrait mettre en place la prévention VIH pour donner l'éducation. La décriminalisation améliore la sécurité et la santé, mais le respect de nos droits fondamentaux. La décriminalisation a été mise en place et le soutien que chaque autodétermination puis les capacités, réduit la corruption de la police et minimise la discrimination. Maintenant, nous allons vous donner des exemples sur c'était véritablement une campagne assez longue dans les territoires du Nord qui était dirigée pendant 2 décennies par les travailleurs sexuels. Pour partager ça, je vais donner la parole à Liane. Liane. Dans le territoire. Bonjour à vous tous, je suis coordinatrice. Je suis dans les programmes de sensibilisation dans le territoire du Nord, les SWRG. L'acte a été implémenté 12 juin 2020 cette année avec des modifications. La loi applique la législation, élimine l'enregistrement dans le registre de la police et permet que 2 travailleurs sexuels travaillent ensemble dans un négoce. Et interdit, nous donne accès à la justice et évite l'implication des enfants. Il nous donne une protection industrielle pour les travailleurs sexuels, pour qu'ils travaillent dans la santé et la sécurité. L'élimination de registre de la police a été dirigée de façon convenable par les travailleuses de sexe. Normalement, les programmes en moyenne, les membres de cette alliance et les programmes que nous avons au territoire du Nord. Nous faisons tiers et puis nous avons travaillé avec le partenariat avec le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Donc, nous avons dirigé la campagne pendant une vingtaine d'années pour obtenir les droits et puis avoir les réformes et la législation qui conviennent.
nous savons assurer les droits et l'accès à la justice pour tous les travailleurs sexuels. Cette plaidoyer a été mise en place par beaucoup de tiers qui se sont engagés. Par exemple, nous avons eu l'éducation de la communauté par des conférences, des forums, et tout ceci a été si important pour tous les intéressés du territoire du Nord pour être sensibilisés de tous les thèmes qui impliquent les travailleurs sexuels. Par ces réformes, nous donnons les meilleures pratiques et nous procurons de la santé dans tout le territoire. Nous permet de partager nos histoires et sur la décriminalisation pour avoir les droits respectés, la décriminalisation de notre travail, la protection pour notre santé et notre sécurité. Cette information et le soutien pour tous les travailleurs pour travailler sans criminalisation. Nous devons être en sécurité dans notre travail. Nous devons travailler avec la sécurité sans criminalisation. Et tout ça doit être dévoilé par les médias sociaux. Nous avons, par la campagne, montré ça de façon tangible. L'engagement avec la communauté, la compréhension de comment la décriminalisation va créer une industrie de sexe beaucoup plus transparente, qui vont exercer leurs droits lors de leur travail, avoir accès aux services de santé, être pris en charge et éviter la persécution. Et nous devons respecter les droits. Nous sommes aussi adhérés à toutes les conférences où on avait les syndicats des travailleurs, des ouvriers, et nous avons créé un groupe de référence de sex workers, y compris la régulation de 1992 en éliminant l'enregistrement des travailleurs sexuels, de criminalisation du travail sexuel de façon collaborative, de développer les directives de santé, de sécurité qui ratifier la protection contre la discrimination et développer la charte des droits humains et le gouvernement de territoire pour continuer à travailler avec dans le processus et les réformes avec la collaboration de travailleurs sexuels. Nous savons faire pour le travail, par les intéressés. Nous envoyons des messages en parallèle, des consultations, représentations, donc la sécurité des travailleurs sexuels dans leur lieu de travail. Nous avons aussi donné des plaidoyers qui a donné lieu à messages transmis par des multiples secteurs en soutenant les droits des travailleurs sexuels. Nous avons introduit en 2019 au niveau du gouvernement les engagements de travailleurs sexuels qui a été essentiel. Donc, on a fait de plaidoyer pour faire avancer les réformes. Ça nous a permis de travailler ensemble pour assurer les réformes et puis protéger tous les professionnels du sexe et les droits de la communauté. À travers nos réformes et nos plaidoyers, nous avons pu participer à tous les différents niveaux de processus. On a présenté des évidences à toutes les audiences. Nous avons des agences qui ont présenté toute l'évidence, un témoignage des études de cas pour ceux qui travaillent dans la déclaration, les expériences de discrimination suivies par les travailleurs sexuels, que ce soit des migrants, que ce soit des aborigènes. Sans une prosecution, on peut partager les exemples de l'impact dans la criminalisation des travailleurs sexuels, dans notre santé, et donner les recommandations et les réformes qui s'alignent et qui vont mitiguer ces problématiques. Faire le plaidoyer et devant les... Rosa va maintenant partager ses expériences. Rosa, tu as la parole. Bonjour à tous, je suis Rosa. J'étais une des représentants
des auditions de la Commission d'examen économique. En fournissant des preuves, j'ai pu contester des affirmations des abolitionnistes qui ont invité des histoires condescendantes sur les travailleurs de sexe aborigène et au comité sans prendre une seule fois la peine de nous consulter réellement. Ma transcription complète est disponible dans les liens dans la boîte à discussion. Le Scarlet Alliance et les groupes de référence sont invités à fournir des preuves à l'Assemblée législative du gouvernement du NT. Les représentants des travailleurs du sexe ont bénéficié d'un espace de sécurité lors des sessions à huis clos pour faire des présentations aux communautés. Nous avons fourni librement des preuves sur les stigmatisations, la discrimination systématique auxquels nous nous sommes confrontés et sur les effets néfastes de l'enregistrement à vie des travailleurs du sexe auprès de la police. Nous avons parlé des violations de nos droits dans les cadres du système criminalisé et autorisé par les territoires du Nord. Nous avons présenté des preuves dans un environnement sûr pour répondre aux questions sans des conséquences négatives. Étant donné que nous travaillons toujours dans un environnement négatif, après avoir examiné les contenus des transcriptions, nous nous sommes publiés toutes les transcriptions dans tous les territoires pour comprendre l'impact des lois sur nos vies. Les transcriptions des preuves documentées par les études des cas ont été légèrement censurées pour protéger leurs familles, les travailleurs du sexe, les lieux de travail et d'autres domaines de notre travail où nous étions criminalisés. Lors des auditions, la commission nous a plaidé pour travailler libre dans les collectifs et pour la possibilité d'employer du personnel de soutien, y compris de travailleurs d'autres travailleurs sexuels. Je voudrais vous lire l'extrait de mon témoignage à l'audition, à l'audience. Tout d'abord, je tiens à saluer les propriétaires traditionnels de la nation, la Raika passé, présente et émergent. Je m'appelle Désiré. Je suis travailleur dans le territoire du Nord. Je suis travailleuse du sexe aborigène. Je travaille sur les travailleurs du sexe aborigène insulaire de droit de Torres de Scarlet Alliance, membre du comité exécutif représentant du groupe de référence sur les travailleurs du sexe de SWAP-NT. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur le projet de loi 2019 sur l'industrie du sexe. Ce projet de loi apporte des changements importants aux lois de territoire du Nord sur le travail du sexe qui seront bénéfiques à tous les travailleurs du sexe, y compris des travailleurs du sexe autochtones, qu'ils s'identifient ou non comme travailleurs du sexe. Il semble qu'il y ait de nombreuses suppositions sur nous et sur nous sommes. Ce sont nous devons savoir ça. Elles nous séparent. Le travail suppose que nous avons besoin de protection de la société, a besoin de protection contre nous. Nous sommes à part entière des membres de la communauté, nous sommes des personnes et nous sommes des travailleurs du sexe. Les tentatives de créer des lois en nous visant, en nous criminalisant et nous surveillent ne font pas que rendre les choses plus difficiles et qui ne nous donnent aucun droit ni aucune protection réelle. Parfois, les gens considèrent à tort que c'est le seul type de travail sexuel que nous faisons. Les travailleurs de sexe aborigène insulaire de droit de Torres travaillent sur des différents types de lieux de travail. Parfois, en même temps, le ciblage par la police est un problème persistant auquel nous sommes confrontés. Les travailleurs de sexe aborigène et insulaire de droit, en particulier les travailleurs de sexe de rue et les travailleurs de sexe opportunistes. Nous avons des barrières significatives pour avoir accès au système juridique et nous sommes des victimes de crimes, notamment parce que notre travail est illégal. Nous devons préserver et avoir des stratégies de sécurité. Nous travaillons et si nous vivons avec le VIH, nous avons des clients, mais nous devons avoir une protection. Nous ne sommes pas pris au sérieux par la police et nous sommes pris ou considérés comme si nous étions des criminels.
les travailleurs du sexe ont besoin d'avoir accès à la sécurité, au logement et aux services sociaux, c'est-à-dire les services de santé. Les personnes qui doivent travailler n'ont pas consulté auprès de nous, ils ne sont pas demandé vraiment quels sont nos besoins. Et un grand exemple de tout ceci, c'est Caroline Norman, docteur, qui exprime aujourd'hui et les lobbies chrétiennes australiennes et sont un parfait exemple. Les travailleurs du sexe aborigène ont également besoin d'une protection contre le racisme, les préjugés, la discrimination auxquels nous nous sommes confrontés en tant que travailleurs du sexe aborigène. Nous devons avoir accès au soutien aux services appropriés de nos pairs. Nous devons pouvoir avoir accès aux mêmes protections que les autres travailleurs, indépendamment de notre monde de travail et de notre identité. Nous devons avoir besoin de la dépénalisation complète du travail du sexe pour nous tous. Merci. Cela fait son part de ma déclaration de soutien au projet de loi de discrimination au Parlement. Nos preuves ont démontré à la Commission de l'examen économique pourquoi nous avions besoin de la dépénalisation du travail du sexe dans le territoire du Nord. Voilà, elle nous montre ce qui se passe au niveau de l'industrie. Donc, en 1992, la loi a été promulguée, mais notre marche continue à l'année 2020 dans le territoire du Nord. Est-ce que quelqu'un pourrait allumer le micro? Nous avons des soutiens pour continuer pour le tout processus, pour vraiment bénéficier de la dédiscrimination, de tous les intéressés, de toutes les agences du gouvernement, assurer qu'il y ait une inclusion du travail du sexe effectué par les travailleurs du sexe. Et ça inclut la participation avec la consultation avec la commission et des autres ministères qui sont impliqués dans ces processus pour assurer que le travail du sexe se fasse respecter leurs droits. La dépénalisation du travail sexuel et la mise en place à continuer notre plaidoyer pour réduire la discrimination, la stigmatisation. Nous luttons pour les modifications des lois, pour ratifier le travail des professionnels du sexe sur la loi pour assurer la protection. Nos efforts dans le territoire du Nord ont montré que travailleurs de sexe qui sont les meilleurs pour diriger tous ces mouvements et l'impact que ça peut y avoir dans la défense de leurs propres droits. Les réformes demandent beaucoup de consultations actives auprès de nous en tant que professionnels de sexe, en tant qu'organisations et associations nationales. Les territoires du Nord pour la dépénalisation a mis en place le travail fait en rue. Le modèle utilise tous les objectifs. Le territoire du Nord assure la sécurité pour tous, indépendamment de lieu de travail. Et les travailleurs sexuels doivent être retenus comme tels et avoir droit à la protection. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons répondre à des questions. Si est-ce que nous avons reçu, je crois que par les images. Vous avez vu les images. Et puis, nous avons pu constater toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées et puis toutes les activités. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ça représente, cette loi? Qu'est-ce qu'elle réprime? Pourquoi est-il important d'avoir été devant le Parlement? Cette audience auprès du Parlement.
Oui, bon, voilà, il y a un engagement très bon dans le territoire du Nord de la part des intéressés. Ça implique les ONG, les syndicats également. Ils ont tous participé, nous avons été bien accueillis et ça c'est très important parce que nous avons pu continuer avec notre agenda pour pouvoir mettre en place ce qui doit se passer après que la loi soit mise en vigueur. Et puis voilà, les protections sont très importantes pour la vie des personnes et ça aide à réduire la stigmatisation au niveau quotidien. Nous devons réduire cette image que juste parce que le travail du sexe est effectué, on est mal vu, par exemple, si vous allez déposer votre argent à la banque. Donc, la communauté de sexe cherche à avoir un cadre de sécurité, des directives, et les participants, les intéressés ont introduit dans ces directives, encore une fois, le travail en sécurité. Le ministère de la Santé et de Santé mentale ainsi que le département de justice ont été impliqués. Et sur tout chacun des points, pour revenir à nos communautés, pour voir comment les dialogues vont y avoir lieu, pour dire, voilà, donc ça c'est la 12e tentative de texte. Bah oui, ça c'est bien, mais ça va pas marcher sur le terrain, et proposer une solution. Et puis, c'est quelque chose que nous avons appris, qu'il y a d'autres pays qui pourraient reprendre notre exemple, y compris des autres juridictions où il n'y a pas une loi. Il y a des évidences que les travailleurs de sexe peuvent diriger et ils ont la capacité technique ainsi que l'expérience de vie pour pouvoir être capables de proposer des solutions à ces problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Et puis, bon, me semble-t-il que ça, c'est ce qui est important à retenir. Je vois qu'il y a des personnes qui ont des pour le transcript des Rosa et des liens. Ben oui, parce que ça inclut aussi la conception de différents types de travail, que ça soit escorte ou autre. Et puis, nous sommes heureux d'avoir un espace aussi travailleurs-travailleuses qu'on continue à être criminalisés, mais ils ont pu parler honnêtement sur comment se déroule leur vie et comment est-ce que la police vient frapper à leur porte. Et tout ça en le faisant en dehors du système juridique. Ben voilà, nous encourageons de présenter vos questions. Si vous en avez, nous avons une. Voilà, le lien ne marche pas. Bon, pour une raison quelconque, inconnue de nous, on n'a pas copié toutes les links, donc il faut qu'on inclue toutes les links. Donc, me semble-t-il que quand je fais copier-coller, ça n'a pas copié, ça n'a pas collé toutes les links, donc je vais réessayer. Ah, pour une raison quelconque, inconnue, il met à moitié. Désolé pour ça. Donc, merci. Il y a une personne qui a corrigé cet lien qui était coupé. Merci beaucoup. Ben voilà, donc vous savez les directives de Victoria et quel sera le résultat. Est-ce qu'on a une idée sur ça? Bon, je pense que nous avons Morrison de notre réseau en Australie dans les panels également et oh, non, pardon, il n'est pas dans les panels, il est dans la liste des participants.
comment est-ce que l'Australie va rapporter un succès à cet égard. Bon, vraiment. Même s'il est en consultation publique, il y a eu une présence telle auprès de la communauté. Je pense que 90% des personnes soutenaient la décriminalisation, la dépénalisation. Donc, c'était une loi fantastique. Avant de la promulguer, il a fallu passer par des différentes étapes au Parlement pour pouvoir l'obtenir. Donc, comme ça a été mentionné, le plaidoyer dans le territoire du Nord est très fort, très solide. Tout s'était si bien aligné parce qu'on avait aussi quelqu'un au gouvernement qui était audacieux, qui voulait reprendre l'affaire. Et puis, on a eu aussi les soutiens de la part des syndicats. Donc, ça nous a aidé à positionner le travail comme travail, le travail sexuel comme travail. Donc, travail. Ça a pris 20 années de plaidoyer. Et lorsqu'il était le temps dans les territoires du Nord, les choses se sont déroulées assez vite. Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui s'est fait d'un côté, de l'autre, dans le plaidoyer. Et nous avons pu constater les photos et les témoignages que vous venez d'entendre. Oui. Et ils ont été impliqués dans une campagne des alliances, partenariats faits par les organisations de VIH, des organisations de femmes et aussi les services des autochtones, des aborigènes. Et ben, ça a marqué une forte différence parce que au même qu'au Canada, c'est assez très important. Donc, en ayant eu cet soutien si fort, c'était extraordinaire. Et j'espère que ça va se reproduire à Victoria. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai parce qu'on a toujours de l'espoir, on garde toujours l'espoir. Marina de la Russie nous pose une question. Est-ce qu'il y a des exemples de qui peut-on apprendre des idées idéales de la part du gouvernement? Mais semble-t-il que... Est-ce que je peux répondre à cette question, s'il vous plaît? Je pense que dans les territoires du Nord, la population est faible, donc les besoins dans l'Australie, et notamment dans les territoires du Nord, les choses se passent beaucoup plus vite ici avant qu'on prête l'attention partout. Mais une des choses sur les territoires du Nord, c'est que comme une faible population, la consultation avec des groupes si divers de travailleurs sexuels et toutes les intéressés et tous les gouvernements. Une chose qui était extraordinaire, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être reproduit, c'est que il n'y a pas beaucoup qui l'ont observé, mais nous avons eu une rotation de travailleurs sexuels de table autour de la table avec le Parlement. Et nous avons eu des réunions auxquelles ils pouvaient partager leurs histoires, des histoires des travailleurs sexuels dans un endroit sûr. Et puis, ils ont constaté de façon tangible que ces lois qui nous précédaient étaient draconiennes. Nous le savons, c'est draconienne. Et puis donner des histoires, raconter des histoires par celles qui ont vécu l'expérience, c'était si enrichissante. Et puis c'était pour les ministres, pour les différents travailleurs qui étaient en rotation, en train de faire témoigner de leurs propres expériences. C'était très... Parce que des fois,
on n'arrive pas au ministère, mais on a fait ça dans un endroit sûr. Nous savons des lois criminelles et l'impact de la criminalisation. Vous savez, c'était la violation des droits qui était traumatique, notamment pour tous ces travailleurs qui voient leurs droits violés. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais partager et que j'ai vu que ça a bien marché. Et nous savons aussi des questions qui nous arrivent par Facebook Livestream. Beaucoup de personnes disent que sont confus dans les contextes, le travail sexuel et les trafics sexuels. Ce sont des choses complètement différentes, mais il y a beaucoup de confusion à cet égard. Les trafics sexuels, c'est exploitation dans le travail, des conditions terribles, et puis l'empêchement de pouvoir aller chercher de l'assistance. C'est pourquoi la décriminalisation, c'est le meilleur modèle à suivre pour pouvoir soutenir et lutter contre les mauvaises conditions de travail, y compris pour ces travailleurs sexuels qui sont logés de trafic de sexe. Il peut y avoir une travailleur sexuel qui a des mauvaises conditions de travail. Elle peut aller chercher du travail ailleurs ou trouver un autre endroit pour des mécanismes pour pouvoir obtenir des revenus non obtenus. Et puis, si je vais à assistance policière pour dénoncer, par exemple, un délit qui est commis, il peut y avoir une option si les travailleurs sexuels sont dépénalisés et non pas nous voir comme un délit, comme que c'est nous qui commettons les délits. Je t'écoute pas, ton micro est fermé. J'étais en train de dire que je suis d'accord avec toi. Y a-t-il d'autres questions autrement? Quelque chose d'autre, Lian? Merci beaucoup, Lian, d'avoir partagé ton témoignage. C'était très intéressant d'être au Parlement. Vous avez pu vu des images. Il y avait un politicien qui était là avec le chicken qui faisait la démonstration à l'extérieur du bâtiment du Parlement. Et puis c'était pas transparent, on ne permettait pas que on ait une séance ouverte, malgré le fait que la plupart des sessions étaient ouvertes et les transcriptions étaient procurées, mises à disposition, mais bon, il y avait l'opportunité, il pouvait y avoir l'occasion des personnes qui pouvaient rentrer et puis gâcher notre mouvement. Oui, bien sûr. Il faut mentionner que sa femme est autochtone et elle parlait dans son angoisse. Elle dit tais-toi, tu n'es pas autochtone. Ne parle pas au nom de ta femme, c'est pas toi qui es l'aborigène, c'est elle qui est autochtone, c'est pas toi. Donc tais-toi, ne parle pas au nom de personnes autochtones. Une dernière chose, parce que les personnes, et puis peut-être ils le savent, mais la Red Umbrella, c'est aussi quelqu'un qui fait un travail extraordinaire en défense des droits. Et puis vous avez vu
qu'il y avait aussi beaucoup de syndicats qui étaient en train de faire cette démonstration conjointement avec Red Umbrellas, les parapluies rouges. Donc, il y a eu beaucoup d'actions de solidarité avec les territoires du Nord. Et l'ICU, donc cet syndicat, avait aussi marché à l'occasion avec les travailleurs du sexe. Et puis, les hashtags montrent la solidarité, beaucoup plus d'inclusion pour d'inclusion pour les travailleurs sexuels et le respect de leurs droits. J'encourage à tout le monde de envoyer vos commentaires au hashtag que je vous montre à l'écran. Vous pouvez aussi le faire parvenir à notre bureau. Vous pouvez constater que ça fait partie de la campagne. Vous avez vu dans les images aussi comment les gens se sont devenus des partenaires. Ils sont venus à nous soutenir. Et puis, nous vous prions de partager avec nous un peu et puis nous partager aussi. Regardez un peu les affiches, les slogans qui ont été créés. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Luca qui est notre modérateur. Je ne sais pas s'il y aura des observations ou des mots de clôture. Non, mais semble-t-il que de notre part, c'est tout aussi. Je voudrais juste remercier à Rachel et tous les organisateurs de VIH 2020, le membre du panel, les participants. Merci de nous contacter si vous avez des questions sur notre thème. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Merci.